Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais faire un sujet sur l'artisanat au Maroc, mais sur l'artisanat en général, hein, en plus large. Et je voulais juste te dire que j'ai vu quelque chose qui paraît triste, c'est que, eh bien, au Maroc, les artisans et particulièrement les artisans des villes qui sont des villes touristiques, Marrakech, Meknès, tout ça, eh bien, ces villes, ont souffert à tel point que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés sans emploi. Parce que avec le Covid, comme on avait fermé les souks, comme on avait fermé les boutiques, eh bien ils n'ont plus pu vivre. Alors j'avais regardé un reportage sur ce sujet et c'était vraiment dramatique, hein. C'était un reportage de, je crois, la chambre de commerce du Maroc. Et en fait, ils expliquaient que au Maroc, eh bien, il y a beaucoup d'artisans qui ont perdu leur travail et qui sont devenus gardiens de nuit, qui bétonnent, qui mettent du béton dans les coffrages, enfin tu vois, tout un tas de boulot comme ça. Et je pensais que c'était vraiment dramatique. Alors personnellement, je ne suis pas un spécialiste du Maroc, hein, j'ai pas fait d'études comparatives sur le Maroc, j'ai regardé ce reportage qui m'a assez ému. Et puis personnellement, je suis allé au Maroc 2 fois, j'ai dû y aller dans les années 90 et puis en 74 quand j'étais petit. Avec mes parents, on était allé à cette époque-là avec la GSA blanche de mes parents, prise jusqu'au Maroc. On avait fait à peu près toute la longueur, hein. On était parti de Normandie, on était parti de Bayeux en gros, et puis on était descendu jusqu'à Meknès, voilà. Et on est même allé dans le sud marocain. Et alors, c'était juste pour dire que à cette époque-là, j'avais été impressionné, j'avais été vraiment bluffé par les Marocains, alors je vais pas dire l'hospitalité, mais par plutôt ce pays, hein, alors quand on a 8 ans, j'avais 8 ans à cet âge-là, je crois que c'était en 74, c'est ça. C'était magique, c'est magique parce que je trouve qu'à 8 ans, tu as vraiment les odeurs, tu as les sensations, et c'était le premier grand voyage que je faisais, hein, et en fait, c'était merveilleux. Et je me rappelle particulièrement de ces artisans qui travaillaient dans les souks et qui faisaient plein de choses et qui étaient vraiment des vrais artisans, quoi. Tu vois, c'était pas des artisans comme on peut en voir parfois, qui te font le petit numéro puis qui te vendent vite fait leur camelote. Et c'est triste parce que dans le reportage que j'ai vu sur les artisans au Maroc justement, on disait qu'ils avaient complètement perdu leur possibilité de travailler. Et pire que ça, finalement leur artisanal qui était assez traditionnel, commençait à mourir, Et c'est triste parce que je pense qu'un pays qui perd ses artisans, qui perd son artisanat, c'est quelque part un pays qui va perdre son âme. C'est un pays qui va perdre son âme parce que il va perdre cette connaissance, il va perdre cette habitude qu'ont les gens de travailler. Et l'artisanat, c'est quelque chose de formidable. Et nous, on a assisté en France à cette perte de sens de l'artisanat. Je me souviens quand j'étais allé une fois visiter un ami, il y avait là, juste à côté de cet ami, un monsieur qui était formidable, qui était un compagnon du devoir, qui faisait de la tuyauterie, qui travaillait sur le fer, et je lui avais demandé ce qu'il faisait là. Il m'avait dit de toute façon je suis célibataire, je déprime, je suis dans un secteur, dans un service où je n'ai pas à être, mais j'attends parce que je suis pas en forme, et puis ils attendent de me remettre ailleurs. Et en fait, ce monsieur était désespéré parce qu'il était compagnon du devoir, hein, tu vois. Il avait fait son tour de France et il était fasciné par tout ce qui était ferronnerie. Et lui, sa spécialité, c'était de fabriquer avec des tuyaux, de fabriquer des conduites, hein. Il aurait pu être utilisé dans une centrale nucléaire ou je sais pas où. Et même à l'hôpital, il récupérait, le pauvre, les cartons que les aides-soignantes lui passaient, ou le cuisinier, et il fabriquait carrément des sortes de conduits, des trucs, des machines à fumer, enfin. Et le pauvre, son histoire, elle était simple, c'est qu'il s'est fait attraper avec, on va dire, par la machine de l'industrialisation, c'est-à-dire qu'il a progressivement dévissé, hein, c'est-à-dire que progressivement il a perdu le contrôle de ce qu'il faisait, et il s'est retrouvé à la fin, m'a-t-il dit, à monter des bâtiments à l'heure comme tâcheron, des bâtiments en fer, si tu veux, tu vois, des hangars en fer. Et puis à la fin, quand il était âgé, il n'était plus suffisamment rentable par rapport aux jeunes, et ils l'ont mis dehors. Et en fait, je suis en train de me dire que finalement, c'est dramatique cette histoire du Maroc, ça m'a beaucoup ému.
Je me rappelle vraiment de trucs merveilleux que j'ai vus, des gens qui faisaient du cuir, qui travaillaient le cuir. Alors je parle pas de ceux qui travaillaient les cuirs dans les souks, là tu sais, dans les endroits où ça sent mauvais là, mais c'est pas dans les souks, mais enfin dans les tanneries là. Je parle de ce qu'ils faisaient quand ils coupaient le cuir, qu'ils fabriquaient des portefeuilles et tout ça. Et d'ailleurs je crois que le portefeuille ça s'appelle aussi un marocain. Et ce qui se passait, c'est que c'était merveilleux. Je me rappelle aussi des gens qui faisaient des dessins sur les plats. Alors ils avaient une sorte de poinçon triangulaire. Ils avaient fait leur dessin avec leur compas à pointe sèche. Et puis ils étaient en train, j'allais dire, de s'amuser. Ils s'amusaient pas, mais ils tapotaient comme ça avec leur burin et tac, 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 tac. Et ça faisait carrément les dessins merveilleux, quoi. Il y a une richesse de l'artisanat au Maroc. Et d'ailleurs, j'ai même rencontré quelqu'un en Inde qui me disait que l'artisanat par exemple indien est très développé, mais l'artisanat marocain est encore plus développé. Et c'est triste parce que ces gens-là ont perdu leur emploi et ça se rattrape pas. Alors ce qui va se passer peut-être, c'est qu'à la place Gelafna, je crois qu'on l'appelle comme ça à Marrakech, ou ces endroits-là, en pas loin on te mettra un petit hangar aseptisé, peut-être même climatisé, où tu auras 2 ou 3 artisans types qui sont en train de faire l'un, je sais pas moi, travailler sur des plats, l'autre qui fera du cuir, mais ce sera plus pareil, ce sera pas comme quand tu travailles in situ. Et je comprends que c'est plus possible qu'ils travaillent et qu'ils y arrivent, ces gens-là, parce que malheureusement leur travail, il a plus de sens. Ils montraient dans le reportage que j'avais vu que finalement les sandales par exemple, les sandales ça arrive d'Extrême-Orient, d'Asie, de Chine, ce que tu veux, d'Inde, ça arrive à des prix défiant toute concurrence, ça vaut même pas 30 centimes d'euros, et puis tu peux les porter 1 an, 2 ans, alors que leurs sandales en cuir, fallait les faire réparer et tout. Pareil pour les habits traditionnels, mis à part les touristes qui pouvaient acheter des petits habits traditionnels pour décorer leur maison, mettre tout ça. Et voilà, les anciens portent ça, mais plus les jeunes. Les filles sont plutôt avec des robes extra mini. Je sais pas, je connais pas le Maroc encore maintenant actuel, mais puis les garçons avec des t-shirts. Donc voilà, on a complètement changé d'époque. Et puis j'ai pensé aussi à un exemple d'un village qui est près de chez nous, qui s'appelle Noron-la-Poterie, et qui est un village où finalement qui a perdu son âme simplement parce qu'ils ont commencé à aller dans le sens de la facilité, c'est-à-dire que ils ont importé d'Italie des containers entiers de trucs qui étaient fabriqués en Italie, et maintenant ils font plus rien. Il n'y a même plus de four à Noron-la-Poterie, il n'y a plus qu'1 ou 2 magasins, mais ça a perdu son âme. Alors voilà, c'était pour dire que j'étais triste pour eux. Bonjour à nos amis marocains, et puis il faudrait tout faire pour développer, continuer à garder cet artisanat. Et je pense que l'artisanat c'est vraiment merveilleux. Je le répète, quand j'étais tout petit, ma nourrice, son mari, il était couvreur, et c'était magique d'aller dans son atelier où il y avait la grosse 403, ou je sais pas trop, très longue, là, comme un gros wagon, avec les lithos dessus. Ça sentait le sapin, ça sentait... il était zingueur, c'était un spécialiste, il travaillait pour les beaux-arts, pour les châteaux. Et c'est vrai que même cette personne a eu du mal à trouver sa place à la fin de sa carrière, parce que c'était rentabilité. Donc petit clin d'œil aux artisans, aux vrais artisans, à ceux qui travaillent avec leurs mains, avec leur cerveau, qui ne sont pas à bricoler des trucs qui sont préemboîtés en plastique. Et puis les regrets. Alors si toi tu as des choses à dire à la surface du monde, mondialement, si toi tu es à je ne sais pas où, en Afrique, si tu es ailleurs, dis-nous, et puis essaie de nous dire si toi tu as des solutions pour essayer d'aider ces gens-là. Acheter leurs produits, c'est pas la seule solution, c'est plus complexe que ça. Peut-être qu'il faut retrouver un autre artisanat. Je crois que les gens ont soif de sens, soif d'humain, soif de vie, et quand on achète des objets que j'appelle des objets morts, des étagères Ikea, on comprend vite. Voilà, n'hésite pas à nous recontacter, à mettre un commentaire, ou mettre mettre un like, ça nous fait toujours du bien, et puis à t'abonner pour aller voir les sujets de la chaîne. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.